Et si, pour la première fois depuis plus de 4 siècles, l'Afrique disait non? Imaginez la scène. Un vaste amphithéâtre, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, baignée d'une lumière blanche tendue de drapeaux, sous le regard du monde entier. Des centaines de délégués, des dizaines de caméras et, au centre, un homme, le président Traoré, figure d'une Afrique nouvelle, s'apprête à écrire l'histoire. Il tient entre ses mains un discours, non pas de 2 pages, ni de 5, mais bien d'une douzaine de pages, soigneusement rédigé dans des bureaux feutrés à Paris, à Londres, à Washington. Un texte qui pèse non par le poids de la vérité, mais par celui de la contrainte, des attentes, de la peur. Ce ne sont pas ses mots, ce n'est pas sa voix, ce sont des excuses dictées, non pour ses propres fautes, mais pour avoir osé défendre la dignité et la vérité de son peuple devant l'Assemblée du monde. Derrière chaque virgule de ce texte se cachent des menaces à peine voilées, promesses de sanctions économiques, chantage à l'isolement diplomatique, injonctions silencieuses à baisser la tête, encore, toujours, à ne jamais regarder le monde dans les yeux. Lisez ces mots, président Traoré, ou soyez marginalisés, privés d'aide, exclus de toute alliance. L'histoire récente regorge d'exemples. En 2017, la Gambie, qui avait osé dénoncer les atteintes aux droits humains, s'était vue coupée de financement et placée sous pression internationale. Chaque mot prononcé à l'ONU est scruté, chaque silence interprété. Mais cette fois, le scénario dérape. Le président refuse. Il choisit de parler à l'Assemblée générale de l'ONU avec ses propres mots, pas ceux d'autrui. Il n'est pas venu à New York pour se faire des amis parmi les puissants, mais pour rendre justice à un continent trop longtemps muselé. Son but, briser l'humiliation des excuses forcées et défendre coûte que coûte la dignité de son peuple. Ce choix n'est pas anodin. Céder, c'est trahir la voix de millions de femmes et d'hommes, ouvrir la voie à une soumission durable. Ce serait renforcer la dépendance, ancrer la domination psychologique de l'Occident, condamner l'Afrique à l'effacement, mais résister, c'est risquer l'isolement, la pression économique, la marginalisation, tout ce que craignent élites et citoyens aspirant au progrès. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire en 2002, qui avait subi sanctions et isolement pour avoir refusé certaines injonctions étrangères. Ce n'est pas qu'un duel personnel. Ce moment incarne l'espoir d'un continent entier d'en finir avec la honte, d'inspirer un réveil économique, politique et moral. Pour la première fois, l'Afrique affirme haut son droit à l'autodétermination, à la souveraineté véritable, à écrire son propre récit. Rappelons-nous du mouvement des non-alignés dans les années 60, lorsque l'Inde, l'Égypte, la Yougoslavie et d'autres nations avaient déjà tenté de sortir du joug des grandes puissances. Mais jamais l'Afrique n'avait eu voix aussi forte, aussi unie, aussi décidée. Mais comment en est-on arrivé là? D'où vient cette tension extrême qui explose aujourd'hui sous les projecteurs de l'ONU? Pour comprendre ce moment de rupture, il faut revenir en arrière. Bien avant ce discours imposé, l'Afrique avait déjà connu le poids des chaînes invisibles. Derrière chaque discours d'excuses se cachent des siècles de stratégie, d'humiliation et de chaînes invisibles. On oublie trop souvent que l'Afrique, pour simplement exister, doit s'excuser de demander justice, s'excuser d'affirmer la vérité, s'excuser d'espérer la dignité. Cette diplomatie de la contrition n'est pas une anomalie, mais la règle, un système forgé pour maintenir la subordination, étouffer le moindre souffle de souveraineté. Prenons un exemple concret. En 2020, lors des débats sur la restitution des œuvres d'art pillées, les gouvernements africains avaient dû présenter des dossiers entiers, justifiés par des arguments historiques, diplomatiques et moraux pourquoi ces objets leur appartenaient. Pourtant, personne n'avait exigé d'excuses officielles de la part des pays qui ont profité de ces pillages. L'inégalité est flagrante. Les grandes puissances ne se contentent pas de rappels à l'ordre public. Elles orchestrent menaces, promesses, pressions économiques et manipulations souterraines pour imposer leur récit. Un récit où l'Afrique doit toujours justifier ses choix, s'agenouiller, quémander la légitimité, sous peine d'être effacée. Même ces chefs d'État, face au monde, se voient en dicter des discours calibrés, attendus comme de nouveaux aveux. Pensons à l'exemple du président Kenyan Jomo Kenyatta dans les années 60, qui avait dû modérer ses propos sur la décolonisation sous peine de perdre l'appui britannique. Ou encore, plus récemment, aux multiples injonctions adressées à l'Afrique du Sud lors de l'apartheid. Chaque pas vers la libération était conditionné par des excuses publiques pour des violences, sans jamais reconnaître la violence du système lui-même. Le président Traoré, symbole d'une génération qui refuse la honte, en a fait l'expérience. Appels nocturnes, visites d'émissaires occidentaux, surveillance discrète, rien n'échappe à l'œil de la machine.
Le moindre partenariat, chaque discussion, tout est disséqué, utilisé pour rappeler l'étendue du contrôle sur la région. Les exemples récents abondent. Lorsque le Burkina Faso a signé un accord énergétique avec la Chine, il a immédiatement subi des pressions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, exigeant transparence et garantie, alors que des accords similaires passés par d'autres pays n'avaient en soulevé aucune question. Pourtant, dans l'ombre, une révolution silencieuse prenait forme. Depuis plusieurs mois, le Burkina Faso rebâtit ses alliances. Des ingénieurs chinois rénovent les télécommunications, des spécialistes russes réinventent l'agriculture, des pharmaciens iraniens dressent des infrastructures médicales. L'objectif, briser les chaînes de la dépendance occidentale, non pour s'isoler, mais pour retrouver le droit de choisir et d'agir. Ce phénomène n'est pas isolé. L'Éthiopie, par exemple, a contracté avec la Turquie pour la construction de barrages hydroélectriques, malgré les réticences occidentales. Le Rwanda, avec l'aide de la Corée du Sud, a bâti une industrie textile florissante, résistant ainsi à la pression de l'industrie du coton américaine. Ce choix, cependant, n'est pas sans péril. Renoncer à l'autonomie, c'est accepter un avenir dicté d'ailleurs, perdre la confiance du peuple, renforcer le sentiment d'impuissance. Mais résister, c'est risquer les sanctions, l'isolement, la calomnie. Pourtant, dire non aux excuses n'est pas une question d'orgueil, mais d'exigence, celle de restaurer une dignité collective, de reprendre la maîtrise de son récit et de son avenir. Pour le continent et pour chaque citoyen, l'enjeu dépasse la politique. Il s'agit de retrouver la fierté, de revendiquer une identité, de rêver à une prospérité partagée. Car, derrière le rideau des négociations, une question lancinante demeure. Jusqu'où l'Afrique acceptera-t-elle d'être pilotée à distance et à quel prix ? Mais le vent tourne. Certains signes laissent entrevoir que la résignation n'est plus la seule voie ouverte. Aujourd'hui, des voix s'élèvent, non seulement à Ouagadougou, mais aussi à Kinshasa, à Libreville et à Accra. Des artistes, des entrepreneurs, des étudiants refusent le récit imposé. Ils créent des plateformes d'expression locale, lancent des campagnes pour la promotion des langues africaines, exigent des manuels scolaires qui racontent l'histoire du continent depuis l'intérieur. Face au monde entier, une voix surgit, claire comme un éclat de verre. Combien de fois vous êtes-vous vraiment excusé envers l'Afrique ? Dans la grande salle de l'Organisation des Nations Unies, les regards sont lourds, les respirations suspendues. Les délégués attendent, certains camouflant un rictus, d'autres fixant le pupitre comme un champ de bataille. Tout le monde s'attend à la scène rituelle, un président africain tête baissée, prononçant les mots que d'autres ont écrits. Mais ce jour-là, le président avance sans note, sans promesse de repentance. Sa voix fend l'attention. « Mesdames et messieurs, permettez-moi une question. Combien de fois l'Afrique a-t-elle reçu vos excuses ?» La question claque, glace les conversations. Les caméras s'ajustent, captent chaque frémissement. Les délégués se figent. Il n'y aura pas d'excuses aujourd'hui. Imprévisible, il déchire le scénario. Il refuse d'offrir la dignité de son peuple en sacrifice. Il accuse. On exige nos regrets, mais qui regrette d'avoir volé nos terres, d'avoir effacé nos langues, nos mémoires, nos rêves ? Certains délégués occidentaux baissent les yeux. Les murmures bruissent, tentent d'éteindre la braise. Mais la voix du président s'élève, plus ferme encore. Ce n'est pas l'Afrique qui doit s'excuser d'être debout, c'est le monde qui doit reconnaître ce qu'il a brisé. Cette déclaration n'est pas sans rappeler le discours du Premier ministre indien Nehru à l'ONU en 1956, lorsque l'Inde avait exigé la reconnaissance des crimes coloniaux sans jamais s'abaisser à des excuses pour sa propre lutte. L'impact est immédiat. Le silence devient une onde de choc. Les médias, des dizaines de caméras, retransmettent en direct. Sur les réseaux, le discours explose. À New York, les ambassadeurs africains se lèvent un à un, solidaires, les regards soudés. Dans un geste inédit, ils signent ensemble la déclaration de New York. La souveraineté africaine n'est pas négociable, jamais plus. Le message traverse l'Atlantique et embrase les rues d'Abidjan, de Dakar, de Bamako. Des manifestations éclatent, puissantes et spontanées. Les artistes couvrent les murs de fresques inspirées du discours. Les commerçants affichent la phrase devenue mot d'ordre. Dans les universités, les débats grondent. Fierté ou soumission, jusqu'à quand ? En quelques jours, l'idée se répand, s'enracine. Ce n'est plus l'histoire d'un président, mais d'un réveil qui se propage de quartier en quartier, de génération en génération. Un point de rupture a été franchi. L'Afrique ne s'excuse plus d'exister. Elle affirme sa voix, écrit sa propre histoire, défie le récit imposé. Mais ce souffle de fierté ne vient pas sans péril. Les enjeux sont immenses.
redéfinir la place du continent, restaurer la dignité collective, offrir aux enfants à naître une souveraineté réelle. Ou bien, au contraire, risquer la répression, des sanctions, un nouvel isolement. Entre la peur et la promesse, l'Afrique tout entière retient son souffle. Mais dans les coulisses, les réactions ne tardent pas. Une contre-offensive s'organise, prête à étouffer ce nouvel élan. Des campagnes de désinformation surgissent sur les réseaux sociaux. On diffuse de fausses images, on alimente les tensions internes, on tente de diviser les peuples, de discréditer les leaders, d'effacer le message sous le tumulte médiatique. Ce fut le cas lors du printemps arabe, lorsque des forces extérieures ont tenté de manipuler les mobilisations populaires à leur avantage. Un mot, une posture, et c'est tout un continent qui se relève face au monde entier. À peine le refus d'excuser prononcé, l'Occident déclenche l'assaut. Menaces de sanctions, campagnes de discrédit, pressions diplomatiques s'abattent comme une pluie acide. Les couloirs officiels bruissent, les réseaux sociaux s'enflamment, la tension devient irrespirable. Mais cette fois, l'Afrique ne plie pas. Au contraire de Lagos à Nairobi, l'écho du refus se propage. Dans les marchés, les universités, les quartiers populaires, chacun s'empare de cet acte de fierté. Les femmes commerçantes, les anciens combattants, les jeunes désœuvrés, tous font circuler la nouvelle. On se souvient ici de la résistance malgache de 1947, lorsque le refus de se soumettre avait uni toute une population au prix d'immenses beaux sacrifices. Des vidéos deviennent virales, des rassemblements spontanés naissent, des appels au boycott économique se multiplient. Le refus d'excuser se mue en cri de ralliement. Une énergie nouvelle électrise la société civile. Les syndicats lancent des initiatives pour favoriser la consommation locale, les associations étudiantes organisent des séminaires sur la souveraineté culturelle. On voit des lycées organiser des concours d'éloquence sur le thème « Dire non, un acte fondateur ». Rapidement, ce mouvement franchit les océans. Des leaders caribéens, des représentants autochtones d'Amérique et d'Australie, des nations insulaires du Pacifique imitent la posture africaine. L'inspiration se diffuse. L'Afrique n'est plus seule, elle entraîne, elle bouscule, elle fédère. Dans les Antilles françaises, des collectifs réclament la reconnaissance des réparations pour l'esclavage, inspirés par le discours de Traoré. Les conséquences sont immenses. Pour briser l'isolement, des États africains réorganisent leur économie. La production locale est encouragée, la sécurité alimentaire redevient une priorité, les savoirs ancestraux regagnent leur place au centre du débat public. Le Sénégal relance ainsi la culture du mil et du sorgho. L'Égypte investit dans la formation de jeunes ingénieurs. Le Ghana crée une agence pour la promotion de l'innovation locale. Dans les universités, de nouveaux cursus sur l'histoire africaine naissent. Les médias locaux racontent enfin l'Afrique depuis l'Afrique, sans filtre extérieur. Le récit change, la fierté s'affirme. On voit apparaître des chaînes d'information panafricaines, des maisons d'édition qui publient des romans en langue locale, des festivals célébrant les musiques traditionnelles et contemporaines. La coopération panafricaine s'intensifie. Accords commerciaux, mutualisation de la défense, partage d'innovations, les alliances régionales se multiplient. Les chefs d'État africains dialoguent désormais d'égal à égal avec le Nord. L'Afrique ne quémande plus, elle impose ses priorités. L'Union africaine adopte un plan décennal d'autonomisation agricole, la CEDEAO investit dans la cybersécurité. Mais tout se joue maintenant. Soit l'Afrique s'enracine dans cette dignité retrouvée et ose bâtir sa souveraineté, soit elle retombe dans l'engrenage de la dépendance et de l'oubli. L'enjeu est immense. Briser la soumission héritée, offrir aux générations futures une histoire dont elles seront fières, montrer que la dignité n'est pas à vendre. Comme l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, qui reconstruisit son économie et sa société sur la base d'une responsabilité assumée, l'Afrique doit bâtir sur la fierté et la lucidité. Cependant, ce n'est qu'un début. Derrière l'élan, des défis titanesques persistent. Comment transformer cette vague en changement durable et inscrire cette révolution silencieuse dans l'histoire ? Pratiquement, cela suppose des étapes concrètes. Premièrement, investir massivement dans l'éducation, avec des programmes conçus localement, valorisant les langues et les savoirs africains. Deuxièmement, renforcer les infrastructures, non seulement par des partenariats extérieurs, mais en mobilisant les talents locaux. Troisièmement, bâtir des institutions démocratiques robustes, capables de résister aux pressions externes et internes. Quatrièmement, favoriser la création de réseaux économiques intra-africains, zones de libre-échange, banques panafricaines, fonds d'investissement solidaires. Le monde observe, l'avenir se joue sur la capacité à durer. Les prochains jours décideront si le réveil africain deviendra un nouveau chapitre ou un simple sursaut.
De nombreux mouvements historiques, tels que le printemps arabe ou la vague décolonisatrice des années 60, ont montré que l'élan initial doit être suivi d'un travail patient, profond, pour ne pas retomber dans l'oubli ou l'échec. La véritable révolution ne réside pas dans la confrontation directe, mais dans la confiance enfin retrouvée. C'est un basculement silencieux, presque imperceptible, qui ébranle les fondations de la société. On le voit dans les gestes quotidiens. Un agriculteur qui choisit de vendre ses produits à un marché local plutôt qu'à une multinationale, un enseignant qui adapte son programme pour inclure l'histoire des royaumes africains, un entrepreneur qui lance une start-up sur la base des besoins locaux. Autour de nous, un refus inébranlable de s'abaisser ou de s'excuser d'exister s'est installé. Ce choix, apparemment anodin, a tout bouleversé. Au-delà du tumulte diplomatique, c'est l'intime qui se transforme, une dignité qui ne demande plus la permission. Des familles entières redécouvrent leurs racines, transmettent les langues ancestrales à leurs enfants. Dans les villes et les villages, des festivals culturels célèbrent la diversité des identités africaines, loin des clichés imposés. À Ouagadougou, dans les quartiers, comme au sein de la diaspora à Montreuil, un nouvel élan citoyen se propage. Les jeunes reviennent, non plus pour fuir, mais pour bâtir. Les idées jaillissent, les projets locaux se multiplient. Partout émergent des initiatives africaines authentiques, portées par la volonté de s'appuyer sur nos propres forces. On voit des plateformes de financement participatif soutenir des micro-entreprises, des collectifs d'artisans relancer les savoirs traditionnels. Ce n'est pas qu'une affaire de politique. C'est une dynamique collective, une énergie souterraine qui libère la créativité et l'audace longtemps étouffées par la peur du jugement. L'art, l'entrepreneuriat, la recherche, l'éducation, tous ces domaines reprennent vie. Ils s'ouvrent à l'imaginaire, à l'innovation, sans plus attendre la validation venue d'ailleurs. Des cinéastes burkinabés remportent des prix à Cannes, des scientifiques nigérians publient dans les plus grandes revues internationales sans renier leur origine. La reconquête de la souveraineté psychologique est contagieuse. Ce qui a germé à Ouagadougou inspire désormais les peuples opprimés partout dans le monde. À Gaza, à Port-au-Prince, à Bamako, des jeunes lèvent la tête et regardent vers l'Afrique, non comme vers le continent du silence, mais comme vers un foyer de dignité retrouvée. Les chaînes invisibles tombent, une à une. Dans les forums internationaux, des délégations d'Asie et d'Amérique latine citent le modèle africain pour plaider leur cause. Le modèle burkinabé, tissé de compétences, de précision et de fierté, devient une référence. Ce n'est pas de l'arrogance, mais une exigence nouvelle. Refuser de s'excuser, c'est aussi se donner les moyens d'être irréprochable. C'est défendre ses positions avec rigueur, bannir l'approximation, chasser la résignation. Notre voix porte parce qu'elle est précise, assumée, en accord avec notre réalité. Le Sénégal, par exemple, a lancé un vaste programme de lutte contre la corruption afin de montrer que la souveraineté n'exclut pas l'excellence. Ce sursaut ne concerne pas une élite. Du président à la grand-mère du village, du jeune militant à la commerçante du marché, chacun porte désormais le flambeau de cette dignité retrouvée. Dans la rue, à l'école, dans les familles, les récits changent. On n'enseigne plus la soumission, mais la responsabilité et la confiance en soi. Cet héritage collectif se transmet de bouche à oreille par l'exemple, sans bruit mais avec puissance. Les contes du soir, autrefois imprégnés de fatalisme, célèbrent désormais les héros qui ont osé dire non. Mais cette vague reste fragile. Elle peut s'amplifier et tout transformer pour les générations à venir, ou bien s'épuiser et ouvrir la voie au retour des vieux schémas. Le danger n'est plus seulement extérieur, il vient de l'intérieur, de l'usure, du cynisme, de la peur d'assumer ce réveil jusqu'au bout. Hélas, l'histoire est pleine de mouvements étouffés par le retour au confort, par la lassitude, par la division. Il faut choisir. Rester spectateur ou devenir acteur de cette renaissance. Car la grande leçon de ce refus d'excuses, c'est que la souveraineté ne s'hérite pas. Elle se conquiert et se cultive chaque jour dans les gestes les plus discrets comme dans les moments décisifs. Il suffit de regarder le Japon après 1945, qui, malgré l'humiliation de la défaite, a reconstruit sa puissance en s'appuyant sur sa culture, sa langue, sa discipline. La question n'est plus de savoir si ce mouvement est possible, mais s'il survivra à ses premiers succès. Car la suite dépend de chacun de nous. La vigilance citoyenne est essentielle. Il faut refuser les compromis dictés par la peur. Il faut encourager les jeunes à s'engager. Il faut soutenir les médias indépendants, les associations, les entrepreneurs qui bâtissent une Afrique nouvelle. Cesser de s'excuser d'exister, c'est contraindre le monde à entendre ce qu'il voulait ignorer.
Refuser la posture de l'excuse n'est pas un simple choix, c'est une proclamation de souveraineté. Chaque mot assumé, chaque silence brisé devient une pierre dans la reconstruction de notre dignité collective. Ce n'est pas la fierté tapageuse qui bouleverse l'ordre établi, mais la force tranquille de ceux qui refusent de se courber devant l'injustice ou l'arrogance. L'Afrique n'a pas à quémander le droit d'écrire son histoire, ni à solliciter la permission d'exister selon sa propre logique. Comme le disait Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. L'histoire ne retiendra pas les excuses arrachées sous contrainte, mais le courage de celles et ceux qui ont osé rompre le silence. La peur d'être isolé ne doit jamais l'emporter sur l'exigence d'exister pleinement et librement. Ceux qui imposent la diplomatie du silence ne recherchent pas la paix, mais plutôt la préservation d'un ordre qui leur profite, au détriment de millions de vies réduites au silence. Se taire, c'est accepter que d'autres dictent la suite du récit africain. C'est consentir à l'effacement, à la dépendance, à une soumission honteuse qui a trop longtemps duré. Pourtant, chaque refus d'excuse, chaque affirmation de notre humanité éclaire la route de celles et ceux qui viendront après nous. Les générations futures ne jugeront pas la prudence, mais le courage. Le poids de ce moment ne se mesure pas à l'applaudissement d'une salle, ni à la crispation de quelques chancelleries. Il se mesure à la force de mots capables de briser une habitude séculaire, à la possibilité soudaine d'un éveil collectif. Oser dire non au discours imposé, c'est déclencher une onde de choc qui traverse non seulement les capitales, mais aussi les villages, les écoles, les foyers de tout un continent. Chacun, qu'il soit dirigeant, enseignant, artiste, étudiant ou citoyen, porte désormais la responsabilité de ne plus laisser le silence s'installer. Il n'y a pas de petite audace quand il s'agit de sortir de l'ombre imposée. L'Afrique ne renaîtra pas des excuses, mais du refus résolu de s'excuser encore et toujours. À celles et ceux qui doutent de la portée d'un mot libre, souvenez-vous, il suffit d'une voix, d'un geste, pour fissurer le mur du renoncement. Ce n'est pas un privilège, mais un devoir envers nos ancêtres, nos enfants et notre propre conscience. L'histoire retiendra non les compromis dictés par la peur, mais la dignité de celles et ceux qui ont parlé et agi, même seuls contre tous. Aujourd'hui, l'appel est limpide. Ne laissez personne vous persuader que votre existence, vos rêves ou vos luttes doivent s'excuser d'être. Refusez la honte héritée. Soyez la voix qui trouble, la main qui bâtit, le regard qui ne baisse plus jamais les yeux. C'est ainsi que se tourne la page de plusieurs siècles d'effacement. C'est ainsi que s'écrit la suivante, par la certitude tranquille de n'avoir plus rien à prouver, sinon notre humanité. À vous, à nous tous, d'investir cette page neuve avec courage, compétence et clarté. Car la souveraineté ne se négocie pas. Elle se vit chaque jour, dans chaque domaine. Ensemble,